Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour le point lecture numéro 87. Bravo! Et pour cette vidéo du coup c'est on vous refait, donc on espère que notre avis sera aussi naturel on va dire que le premier puisque c'est la vidéo que nous avons perdue et que nous recommençons donc du coup puisque c'est un livre qui nous tient très à cœur, puisque c'est une saga que nous voulons continuer vu que le deuxième tome est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et on va vous présenter aussi à la fin une petite BD qu'on a lue en commun et qui nous a plu tout autant. Voilà, c'est ça, merci. À toutes les deux. Et du coup, on va vous présenter ça tout de suite. C'est parti. Donc, pour commencer, on va vous parler du premier tome de la saga des Heller, donc de Anne Jacob. Non, je me trompe. Oui, c'est ça, c'est Anne Jacob, aux éditions Charleston. Donc maintenant, ça fait un petit moment qu'on l'a lu, puisque vu la dernière fois qu'on a fait la première vidéo, on vous l'avait fait presque à chaud, on vous avait dit plein de trucs. Je sais pas si on dira autant de trucs cette fois, parce qu'on avait vraiment bien développé le sujet, mais du coup, on va vous résumer un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé, sachant qu'on suit plusieurs femmes dans ce tome-là, notamment la famille Heller. Et notamment une des protagonistes principales qui est Frida. Dans ce tome-là, c'est Frida. Et Frida, c'est la cadette. C'est ça. C'est la cadette, puisqu'avant... Il y a Herta, Frida, Ida. Et elles sont que 3. Oui, elles sont que 3. Et vous avez Martha, qui est leur mère. Oui. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouve avec Anne Jacob, comme d'habitude, dans l'Allemagne, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, de l'autre côté. Et c'est ce que j'aime bien aussi quand on fait des points lecture sur cette autrice. C'est que, on voit un petit peu l'autre côté, parce que souvent, on a nos propres histoires. C'est vrai qu'on est du côté allemand, là. C'est vrai. Et là, on est du côté allemand. Donc, on va voir des tranches de vie de toutes ces femmes, de leur destin par rapport à cette période un peu tumultueuse de l'histoire. Et c'est vrai que moi j'aime bien de ce côté-là parce que on voit que finalement que ce soit un pays qui nous est déclaré on a déclaré la guerre à ce pays, mais finalement les problématiques sont tout à fait les mêmes, que ce soit pour l'approvisionnement de la nourriture, se vêtir, trouver un emploi, les problématiques sont exactement les mêmes, mais voilà, c'est bien aussi de le découvrir avec d'autres personnages et d'autres coutumes, on va dire, voilà. Et donc voilà, oui, c'est vrai, on va suivre donc la famille Heller, mais pas que, on va suivre aussi Helga. Voilà. Donc on va suivre qui est très importante Helga dans l'histoire, mais qui fait pas partie de la famille Heller. Non. Elle a sa propre famille, elle a un mari et son fils Heinz, et en fait elle est pas forcément très heureuse en ménage, voire pas du tout. Et elle se fait beaucoup la famille est beaucoup contrôlée par la belle-mère. Par la belle-mère qui est tyrannique. Disons-le. C'est un monstre. Ouais. Elle ne voit que par son fils, et son fils a toujours raison. Son petit-fils, presque, on dirait qu'elle le déteste parce qu'elle est tout le temps en train de, finalement, le maltraiter, faut bien le dire. C'est ça. Violemment, c'est très très violent ce qui est décrit dans le roman. Mais il y a une raison à leur comportement, à tous les deux, c'est que Helga, en fait, a entretenu une relation avec... comment il s'appelle déjà ? Elle a entretenu une relation avec un des hommes du village. Je ne sais plus. Sauf que en fait, ils ont jamais été très très loin dans leur aventure amoureuse, il me semble. Et que en fait, tout le monde l'a su au village, donc forcément... Helga s'est mariée au plus vite. En fait, son mari Otto a toujours des doutes sur le fait que ce soit lui, le papa de Heinz. Surtout qu'en plus, lui est toujours au village. Le monsieur dont on vous parle, son amant a toujours été au village. Ils ne se parlent plus, ils ne se voient plus, mais ils se jettent de regard de temps en temps derrière. Là, c'est parce qu'il est revenu. Et là, parce qu'il a été, Oscar a été beaucoup plus loin, parce qu'il est parti quand la guerre a été terminée, puisque Otto est revenu de la guerre. Et en fait, pour pas faire de conflit, parce que leur situation était pas très très claire finalement, peut-être même pour eux. Déjà, et puis il voulait protéger Helga aussi. Il est parti. D'une certaine façon, ouais. Il l'a laissé faire ce que elle voulait, même si lui il était amoureux d'elle, voilà.
Mais il est revenu. Oui, il est revenu. Et là, voilà, Helga, elle a un petit peu ses sentiments qui ressurgissent d'antan, même si par égard de son mariage et de son fils et de sa vie bien arrangée entre guillemets, même si ce qui s'y passe, voilà, c'est pas très joli. Elle veut pas faire de conflit, elle veut pas forcément qu'il y ait de changements brusques, ne serait-ce que pour son fils. Et donc ça, c'est un des destins de femmes qu'on voit. On vous parlera des Heller après. Et il y en a une autre petite, c'est Ilse, je crois. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Ilse, oui, qui est très intéressante de mon point de vue, puisque c'est une femme très avant-gardiste, je trouve, pour son époque. Elles sont toutes courageuses. À l'époque, on n'avait pas le droit de récupérer souvent le patrimoine familial. Et là, elle se bat pour ça. Elle se bat par rapport à son frère, parce que son frère veut tout garder, mais elle se bat pour avoir l'usine familiale et la maison familiale, et du coup en fait elle va obtenir gain de cause, et du coup l'usine pas sans mal, c'est ça, pas sans mal, et avec des répercussions aussi et des conséquences bien après, mais ça on vous racontera pas trop parce que ça fait partie de l'histoire et du livre, mais elle récupère l'usine et essaye en tout cas de la faire fructuer et d'intégrer de nouvelles choses en tant que femme et pas que faire des manches de parapluie. Non, puis c'est bien parce que en fait voilà, c'est drôle, on le dit en drôlerie, mais finalement c'est très dur pour elle parce sachant que en plus de ça, elle veut intégrer dans son usine pas que les hommes, où Oscar travaille, par exemple. Mais elle a embauché Oscar. C'est ça, elle a embauché Oscar, mais elle veut aussi embaucher des femmes. Donc mettre les femmes dans l'industrie, dans les usines, pour leur permettre de travailler aussi. Et d'être indépendantes. Exactement. Voilà, c'est quelqu'un qui est très intéressant de ce point de vue-là. Hein. Elle fait beaucoup pour la gente féminine, mais elle comprend aussi tout ce qui est patrimoine familial et puis un peu archaïque, patriarcal de l'époque. Mais elle essaye de faire avec et elle évolue bien, je trouve, comme personnage. Oui. Moi, j'aime beaucoup. Oui, et il va y avoir un protagoniste aussi masculin qui va débarquer. On vous dit pas qui c'est. Non. Et lui, en fait, le truc, c'est qu'elle va beaucoup se méfier de lui. Ça, je me souviens, c'est que elle se méfie de ses appels, de ses intentions. Elle y croit pas. Voilà, elle y croit pas à l'amour, elle croit pas à tout ça, donc elle est un peu sceptique. Et puis elle a peur de se faire marcher dessus en mode lui il vient, il la courtise, tout ça, machin truc, c'est juste pour pouvoir justement avoir l'usine qu'elle possède maintenant, parce que c'est une femme. Voilà. Sauf que pas du tout. En fait, lui il y croit pas, il croit pas que voilà, on lui a cédé justement tout ça, et que ça va peut-être pouvoir pérenniser, un peu comme son frère d'ailleurs, hein. Son frère lui dit bien que de toute façon à un moment donné elle va être carpette et qu'à un moment donné il va pouvoir tout récupérer et revendre et puis basta. Parce que lui, du coup, il a obtenu l'auberge familiale avec le restaurant et s'occupe de ça, du coup. Sauf qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Ah, lui, c'est quelqu'un, hein, vous allez voir. De l'aide à sa sœur, ici et ça. Enfin bref, c'est un vrai bordel. D'ailleurs, c'est grâce à par son biais de l'auberge qu'elle rencontre justement la personne dont on vous parlait tout à l'heure. Exactement. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, tous ces petits destins de femmes qui gravitent autour de ce petit village d'Ingelbach, j'espère que je le dis bien. C'est une affaire un peu de villageois, on va dire, puisque on va tous se retrouver finalement, dans l'antre de Martha, puisque celle-ci possède une sorte d'épicerie de l'époque où tout le monde vient acheter ce qu'il a besoin et puis faire des cancans et puis écouter ce qui se passe. Comme elle est l'épicière, en fait, elle connaît un peu la vie de tout le monde. Elle entend tout, en fait. Et ses enfants aussi, puisque ses enfants sont très importants, on vous l'a dit, c'est le tome 1, c'est celui de Frida, et Frida, elle a un destin assez particulier. Elle a un rêve. Et elle a un rêve assez particulier, c'est de devenir comédienne. Voilà. Donc elle veut entrer dans une grande école de comédie, on va dire. Sauf que cette école ne se trouve pas au village, puisqu'ils sont dans un village qui est un peu dépourvu de tout, hein, à part une épicerie et quelques trucs. C'est un petit village de l'époque. Voilà, il y a pas d'école, quoi. Donc elle est obligée d'aller sur Francfort, il me semble, c'est ça. Où c'est la ville où il y a justement pour pouvoir faire ses études, etc. Sauf qu'elle va devoir derrière le dos de sa mère passer sa mère n'est pas d'accord, des examens, voilà, faut le dire, pour savoir si elle peut entrer ou non. C'est des sortes de concours, c'est les meilleurs qui sont acceptés, et en fait Frida va faire ça en fait, et derrière le dos de sa mère. Voilà, bon, elle est aidée quand même, hein, parce que la petite Ida, là, la petite dernière, elle a pas la langue dans sa poche. Et sa sœur l'aide beaucoup. Voilà. Pour pouvoir qu'elle puisse pour les manigances, elle est très forte.
parce qu'elle a un sacré caractère, elle est dynamique, elle est opportuniste, mais elle le fait tellement bien que même avec l'aide de leur ex-instituteur, hein, d'ailleurs l'instituteur il est encore un site d'Ida, mais je veux dire de Frida, elle l'a eu, et c'est vrai que grâce à tous ces petits protagonistes, eh ben elle va arriver à aller se présenter au concours de cette école. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'elle va finir par y être acceptée et que ça va poser beaucoup de problèmes familiaux, financiers. Enfin, il va y avoir des prétextes, il va y avoir des choses qui vont être dites, faites. Mais finalement, c'est un peu comme avec le destin d'Elga, tout va être renoué dans cette petite épicerie. Et c'est vrai que Martha, c'est un personnage haut en couleur, je trouve, parce que au début, je la trouvais un petit peu pas effacée, mais je trouvais qu'elle était assez négative dans tout ce qui se passait un peu autour d'elle, même vis-à-vis de sa fille, qui avait des rêves. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du tome, on voit bien l'évolution de cette femme qui nous démontre bien quand même que la solidarité féminine, ça existe. Oui, pas assez, mais ça existe. Et que ça fait du bien de voir ça dans ce tome, parce que à côté de ça, on a quand même les déboires féminins quand on voit par exemple qu'on vous a dit Elga se fait frapper, faut le dire. Oui, par son mari. Et qu'on a toutes les femmes qui se font aussi frapper autour du village, parce que c'est pas la seule, et que les autres, quand elle se fait frapper et qu'elle s'en va de la maison, sont les premières à dire qu'elle devrait retourner chez son mari. Donc c'est vrai que quand il y a toutes ces choses d'expliquer, c'est des thèmes encore actuels, malheureusement. Bien sûr. Donc ça parle, et puis je trouve que c'est très bien décrit et ça touche. Puisque voilà, nous on est des femmes aussi, donc c'est des beaux destins, c'est une belle écriture, et puis je trouve que voilà, les thèmes abordés sont très intéressants, c'est très bien imbriqué, et puis Martha, voilà, c'est un peu le noyau du village, un peu comme les bars ou les choses comme ça. On vient s'y réfugier, on vient cancaner. En tout cas pour les femmes, c'est très important. Voilà, on y va même des fois rien que pour un bouton. Elle le décrit. Des fois, elles ont juste un bouton à aller acheter, et puis elles font les chipoutées. Elles se parlent. Alors en bien ou en mal, ça c'est au choix. Non, moi aussi j'ai beaucoup aimé, et j'ai très hâte de lire le deuxième, qui est sur Ida d'ailleurs. Oui, voilà, c'est sur la petite dernière. Parce que c'est un des personnages qui me plaît énormément. Moi, je trouve elle a du bagou, elle a du culot, On veut savoir ce que Elga elle va faire dans le deuxième. En fait, c'est une petite qui a du tempérament. Ouais. Je l'aime beaucoup. Elle pousse un petit peu les autres dans leur retranchement. Même Hertha, la première des filles de Martha, qui est très effacée, qui est très près de sa mère parce qu'elle l'aide beaucoup. Il y a peut-être un troisième tome avec elle. Je sais pas. Elle, c'est un personnage encore qui est très mystérieux. Oui, puis très effacé quand même, parce que c'est pas celle qu'on va préférer, c'est sûr, dans le premier tome. On n'en parle pas. Elle est très secondaire. Oui. Elle est très secondaire. Et souvent, elle est pas très gentille non plus. Voilà, pour apporter des conflits en général. Donc on sait pas trop si c'est fait exprès ou pas. Voilà. Est-ce qu'elle va changer au fur et à mesure, on sait pas. En tout cas, on lui met 5. Enfin, je pense que toi aussi. Moi, j'adorais. Et puis, on a très hâte de lire le deuxième tome de cette saga. C'est un peu dans la même tranche pour ceux qui connaissent l'autrice. C'est un peu la Villa aux étoffes. Voilà, c'est un peu comme je l'ai pas lu, la Villa aux étoffes. Moi, je me suis retrouvée un peu dedans, dans ces problématiques familiales, et puis la villageoise, parce que c'est vraiment le cœur du village. Donc c'est très intéressant de voir que voilà, même les cancans négatifs ou positifs peuvent amener du bien comme du mal. Et c'est marrant parce que c'est un peu comme ça que ça cohabite dans des petits villages avec si peu d'habitants, et tout le monde se connaît, et en même temps voilà, une fois que la porte est fermée, des fois il y a des trucs qu'on sait pas, et tant mieux pour certains, mais des fois c'est dommage parce que des fois il y a des choses très difficiles qui arrivent. Exactement. Voilà. Et donc pour le dernier livre, ou du moins une BD pour cette vidéo, ce sera donc Lebensborn de Isabelle Marager. Non, Maroger. Maroger, pardon. Maroger, aux éditions Bayard Graphie. Voilà. Donc Bayard Graphique. Oui, mais attends, t'as mis un E, C'est un E, ça. Non, moi je sais mal écrire. Mais on dirait un E, pas un C. Non, c'est un C. Enfin, aux éditions Bayard. Voilà.
Donc c'est l'histoire de donc vous savez je pense à peu près ce que sont les Lebensborn, vu que c'est un thème de la Seconde Guerre mondiale qui a fait beaucoup de polémique et a fait beaucoup parler de lui-même, puisque les Lebensborn c'est les bébés qui ont été fabriqués, c'est les bébés aryens qui ont été fabriqués par Hitler pour pouvoir promouvoir la race aryenne. Disons qu'il y a deux programmes très importants pour lui à l'époque, c'était les Lebensborn et les camps de concentration. Voilà Et c'était un de ses objectifs, c'était de faire pérenniser les enfants blonds aux yeux bleus, donc voilà. Lebensborn qui en allemand veut dire source de vie, mais ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir, en fait, ils vendaient du rêve pour des choses qui n'existaient pas. C'est l'histoire autobiographique d'Isabelle, mais elle nous raconte justement le parcours de sa mère, qui était donc Catherine, qui était le bébé Lebensborn, et qui veut pas du tout en entendre parler au début. Elle veut pas donner d'informations à sa fille parce que dans la BD justement on voit que à l'école elles sont en conflit quand même. Oui c'est ça, mais à l'école en fait Isabelle apprend ce que c'est les Lebensborn parce qu'elle doit certainement parler de la Seconde Guerre mondiale et en fait là c'est là où elle réalise que sa maman serait possiblement issue de ça. Et donc elle, la première chose qu'elle fait quand elle rentre à la maison, c'est lui poser la question, mais sa mère l'envoie balader et lui dit qu'elle ne veut pas en entendre parler. Donc elle sait qu'elle est de quoi elle est issue. Le truc c'est qu'elle n'a aucune information particulière et elle ne veut pas s'y intéresser parce que je pense que voilà il y a des fois des non-dits, des choses qui font mal, des choses qu'on comprend pas parce que apparemment dans la BD on voit bien que sa maman en a beaucoup souffert étant jeune. Voilà c'était une période très difficile. On peut le comprendre. Je veux dire on connaît pas forcément toute l'histoire et on peut pas se mettre à sa place. Des fois c'est très douloureux comme ça peut être bien vécu, là ça l'est pas et c'est vrai que voilà sa mère ne veut pas en entendre parler mais bon la petite elle est un petit peu têtue et que elle a envie de savoir ce qui s'est passé, pourquoi, comment, donc elle va fouiner un petit peu, elle va beaucoup se renseigner sur ce qu'étaient les Lebensborn, où est-ce qu'ils se situaient un petit peu à peu près en Europe, puisqu'il y en a un petit peu partout, donc voilà, même en France, il y en a eu. Nous, pour la petite histoire, on a été visiter une des maternités qui est pas loin de chez nous. Bon, celle-ci, on n'en parle pas beaucoup parce qu'elle était petite, mais en même temps, elle a quand même existé. Elle était chez nous, quoi, donc c'est un peu plus petit que la moyenne, quoi. Donc, et c'est très intéressant de voir, mine de rien, sans parler du mauvais par rapport à la conception, c'était très bien organisé, tout était bien noté, tout était planifié et tout, structuré et tout. Ah oui, c'était structuré. Ces enfants-là après étaient donnés à des hauts placés dans la hiérarchie militaire. Donc voilà, ils étaient pas forcément malheureux ces enfants-là, mais voilà, ils ont pas forcément tous été désirés comme vous le savez. Donc ça pose problème pour la suite de ces enfants. Puisque dans ces familles des fois formées, on leur donnait des enfants comme ça à placer. Voilà, ça devait pas être facile de grandir déjà par l'époque assez tumultueuse et par ce statut d'enfant un peu illégitime, on va dire. Donc même s'il y a certaines familles qui les ont désirés, attention. Mais voilà, la fabrique de ces enfants à échelle d'usine. Voilà, c'est pas terrible, faut bien se le dire. Je pense qu'on n'a pas forcément envie d'avoir ce passé-là. Donc c'est le cas de Catherine, elle veut pas en entendre parler. Et puis Isabelle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des recherches généalogiques et ça va porter ses fruits. C'est ça. Parce qu'elle va découvrir plein de choses, notamment qu'ils ont un côté norvégien qui était bien caché, alors qu'ils soutenaient par exemple les équipes sportives de Norvège, ce qui est très drôle. Mais elle ne savait pas pourquoi, puis elle va faire des recherches généalogiques, elle va trouver des trucs. Disons que des fois on trouve des choses bien particulière, qui a des similitudes. Après, on se dit tiens, on faisait ça, mais en fait, voilà pourquoi. Et etc. en fait, petit à petit, elle va réussir à remonter jusqu'à que c'est très important. Elle a un frère et une sœur. Et finalement, elle est contente. C'est ça. Et finalement, elle est contente de voir qu'en fait, elle n'est pas toute seule. Et ces gens-là lui font voir des photos, lui parlent de ses ancêtres, etc. Ce qui fait que finalement, plus, Catherine, finalement, à son âge, puisque bon, elle est déjà maman, vous le savez et tout, elle se réapproprie une propre histoire.
sa propre histoire. C'est ça. Et c'est en ça que cette BD, je trouve, est belle. C'est que, mine de rien, la généalogie l'a aidé, sa fille l'a aidé, et que des fois, c'est bien quand t'es à côté des petits personnages comme ça, qui persistent un peu, on va dire, au départ dans leur bêtise, mais finalement, elle a beaucoup aidé sa maman, puisque, voilà, elle se réapproprie son histoire, et elle finit par pouvoir côtoyer justement cette partie de la famille qu'elle ne connaissait pas, et avec qui elle va avoir sûrement peut-être une autre vie à partir de ce moment-là, quoi. Donc c'est vraiment très très attachant, touchant de voir que des liens peuvent se créer, et puis voilà, elle va aussi avoir des renseignements sur le père qui vont arriver par la suite, et ça aussi je pense que c'était important pour elle de pouvoir continuer à s'identifier, à se construire en tant que personne à part entière. Exactement. De savoir qu'est-ce qui a été, est-ce que voilà, elle est quand même le fruit d'une fabrication voilà d'enfants, mais finalement est-ce que ses parents quand même ont été un petit peu amoureux? C'est important des fois de le savoir. Oui, et puis il faut savoir aussi que si vous êtes intéressé par la BD, il faut aussi savoir que sa mère, du coup, Isabelle, a écrit aussi un livre. Oui. Je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus, mais je sais que c'est sur son histoire du coup, et elle le raconte dans un livre, et c'est ce qui a un peu aussi inspiré Isabelle pour pouvoir écrire sa propre BD. Cette BD là, avec sa propre histoire. Qui est charmante en plus, les dessins. Je crois qu'en pâle on vous les avait fait voir, je les trouve très sympathiques, et avec une petite pointe d'humour aussi à l'intérieur. Je trouve qu'elle est très bien faite. C'est une BD qui pourrait être lue par les enfants, ça pourrait être un moyen de leur faire comprendre le système de ces bébés fabriqués, peut-être un peu avant peut-être de lire Max par exemple, qui est moi ma référence dès les Lebensborn. C'est ça, Max. Voilà, c'est un formidable roman, voilà, c'est à découvrir aussi. Mais voilà, donc moi je trouve que c'est à mettre dans toutes les petites mains, et puis voilà, c'est une BD, ça passe bien. C'est ça. Et puis voilà, c'est une histoire autobiographique, donc autant en parler, et puis ça parle à plusieurs d'entre nous. Exactement, donc comme vous vous en doutez, on lui met 5 aussi. Ouais. Puisqu'on a beaucoup apprécié cette petite BD. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez bien aimé, ou si vous avez déjà lu les Lebensborn par exemple, ou la saga des Heller, et ne spoilez pas si vous avez lu le tome 2 s'il vous plaît. Ah ouais, on a grandement hâte de l'avoir celui-là. Oui, on l'a demandé à la bibliothèque, on l'attend. On attend. On attend patiemment. En tout cas, n'hésitez pas à liker. Et à commenter. À partager, surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas la cloche les amis. La semaine prochaine pour une prochaine vidéo, on vous fait plein de bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien, lisez bien. Merci à vous d'être là tous les dimanches. Des bisous.